chers étudiants, dans cette vidéo je vais présenter la méthode Big M ou bien Grand M qui permet de résoudre des problèmes de programmation linéaire avec des contraintes qui ne sont pas sous la forme canonique. On va introduire cette méthode ou bien cette technique par un exemple. Donc on considère l'exemple suivant, maximiser z égale à x1 plus x2, sachant que 2x1 plus x2 supérieur ou égal à 4 et x1 plus 2x2 est égal à 6. x1 et x2 sont positifs bien évidemment. Alors le problème dans ce programme linéaire, c'est que on n'a pas la possibilité de rajouter des variables d'écart. Par contre, pour la première contrainte, on doit retirer une variable d'écart et donc du coup on a une variable d'écart avec un signe négatif, moins E1. Dans la deuxième contrainte, on n'a pas besoin de rajouter ni de retirer une variable d'écart parce qu'on a déjà une égalité. Alors il ne faut pas oublier que les variables d'écart, on les rajoute ou bien on les retire pour transformer une contrainte sous forme de supérieur ou bien inférieur ou égal à une contrainte sous forme de égal. Puisque la deuxième contrainte elle est déjà sous la forme égale, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Alors du coup, conséquence, c'est que dans la matrice du problème sous la forme standard, on n'a pas la matrice identité. Et donc du coup, la base de cette matrice standard ne contient pas une matrice identité, ce qui pose un problème pour l'algorithme simplex. Alors pour cela, on rajoute artificiellement des variables. Alors, on les appelle d'ailleurs les variables artificielles. Donc j'ai besoin de rajouter une variable artificielle A1 dans la première contrainte pour simuler une colonne de l'identité. Et j'ai besoin de rajouter une variable artificielle A2 dans la deuxième contrainte pour simuler la deuxième variable la deuxième colonne de l'identité. Alors ces deux variables n'ont pas de signification économique. Et donc du coup, ils peuvent influencer négativement ma solution. Pour éviter cela, je vais rajouter ces variables dans la fonction objective avec un poids qui va obliger mon algorithme à les considérer ou bien à converger vers une solution correspondante à ce que ces deux variables sont nulles. Donc je vais rajouter moins m à 1, moins m à 2, puisque j'ai une fonction de maximisation. Et donc ce qui fait que les choses vont se développer ainsi. Donc j'ai transformé mon problème sous forme d'un programme de maximisation, toujours bien évidemment, avec x1 plus x2, moins m à 1, moins m à 2, parce que ces deux variables n'ont pas de signification, et donc j'ai pas besoin que ces deux variables aient des valeurs non nulles. Donc j'ai besoin que la solution optimale corresponde à une fonction, à une solution plutôt où A1 et A2 sont nuls. Et donc bien évidemment ici pour la première contrainte, j'ai retiré une variable d'écart et j'ai rajouté une variable artificielle pour avoir une colonne de l'identité. La même chose pour la deuxième contrainte, j'ai pas besoin de rajouter ni de retirer une variable d'écart, ce qui fait que je dois rajouter une variable artificielle. Alors ça me donne la forme standard. Et avec des variables de plus, c'est E1, A1 et A2 qui sont bien évidemment positifs. Alors, si on regarde maintenant la matrice, dans la matrice avec la transformation initiale, on n'a que ces trois colonnes, c'est-à-dire 2, 1, moins 1, 1, 0, 0. Et donc ici, on constate qu'on n'a pas l'identité. Donc, ce qui fait qu'on était obligé de rajouter A1 et A2 pour avoir ces deux colonnes. Et donc, ces deux colonnes vont simuler la base de départ pour l'algorithme simplex. Et comme ça, je peux tracer ou bien dresser mon premier tableau simplex normalement. D'accord. Alors, ce qui va m'obliger de faire un calcul avant de dresser ce tableau. Alors, ce calcul, c'est quoi? C'est d'essayer de retirer A1 et A2 de la fonction z. Autrement dit, je vais exprimer la fonction z en fonction des variables qui ont une signification économique. Et les variables qui ont une signification économique sont les variables x1, x2 et e1. Alors il ne faut pas oublier que la solution initiale de base, c'est tout simplement prendre des variables qui sont hors base, nulles. Alors ici, la base est constituée de A1, A2, et donc les variables hors base sont x1, x2, e1. Donc si on les considère nulles, ça correspond à A1 égale à 4 et A2 égale à 6. Bien évidemment, cette solution n'est pas réalisable parce que A1 et A2 n'ont aucune signification. Et donc du coup, on considère nos deux contraintes
La première contrainte va nous donner l'écriture de A1 en fonction des autres variables économiques. Et la deuxième contrainte va nous donner l'écriture de A2 en fonction des variables économiques. Et donc, cette écriture, ça permet de faire une substitution dans la fonction objectif. Donc, je considère ma fonction objectif qui est là, c'est x1 plus x2 moins MA1 moins MA2. Et je remplace bien évidemment A1 par l'expression 4 moins 2x1 moins x2 plus E1. Et je remplace A2 par l'expression 6 moins x1 moins 2x2. Ce qui permet d'avoir à la fin l'écriture de z en fonction uniquement des variables économiques, les variables économiques, c'est-à-dire les variables de décision, x1, x2, et les variables d'écart, avec une constante bien évidemment. Dans ce cas-là, dans ce cas de figure, lorsque je prends cette solution évidente, x1, x2, e1 égale à 0, cela permet d'avoir z égale à moins 10m. Alors, bien évidemment, pourquoi je dis que cette solution n'est pas réalisable, car si je reviens en arrière, mon programme initial est le suivant. Si x1 et x2 sont nuls, cela correspond à z égale à 0, et non pas moins m fois a1, ou bien moins m fois moins 10m. Donc cette solution est non réalisable. Alors à partir de ce stade, je peux dresser ma fonction, mon tableau initial de la méthode simplex. C'est ce que je fais. Donc je traduis tout simplement le système. Donc j'ai la matrice 2, 1, moins 1, 1, 0. Et 1, 2, 0, 0, 1, avec le second membre 4 et 6. Et là, j'ai la fonction objectif que je viens de calculer. Et là, j'utilise les principes de la méthode simplex d'une façon tout à fait normale. Donc, j'ai deux valeurs positives, ils sont là, il ne faut pas oublier que m est très grand, positivement bien sûr. Donc, 3m plus 1 et 3m plus 1, j'ai une égalité, j'applique la règle de Bland, qui me dit qu'il faut prendre l'indice le plus bas, et donc x1 est une variable entrante. Par conséquent, je calcule le rapport. J'ai un rapport qui me donne 2, 6. Et donc, 2 est la valeur la plus petite, ce qui fait que A1 est une valeur sortante. Alors, évidemment, le départ, c'est A1 et A2 représentent l'identité, donc ils sont dans la base. Donc, première itération correspond à x1 qui prend la place de A1. Donc, j'actualise ma base, x1 à A2. Donc du coup, x1, c'est une colonne de l'identité, c'est la première, et A2 reste la deuxième colonne de l'identité. Et bien évidemment, j'applique le pivot. Donc je divise toute la ligne sur 2, ça fait 1, 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, 0 et 2, que je trouve là. Et je fais l'élimination nécessaire pour le reste, pour trouver le tableau numéro 2. Dans ce tableau numéro 2, je me pose la même question, comme d'habitude, est-ce qu'il est optimal? Alors, elle ne l'est pas, donc ce tableau n'est pas optimal. Ce qui correspond à une valeur positive là et là. Je prends la plus grande. La plus grande, c'est 3m plus 1 sur 1 demi. Et donc, cette valeur est la plus grande. Je considère la valeur entrante, c'est x2. Je fais un rapport et ça me donne la valeur sortante. La valeur sortante, cette fois-ci, c'est A2. Donc, j'applique le pivot. Ça me donne un troisième tableau. À partir de ce troisième tableau, je refais la même chose. Je refais une itération si nécessaire. C'est le cas, j'ai une valeur positive qui correspond à E1. Et donc cette valeur positive va m'obliger de faire sortir x2 parce que j'ai un seul choix, c'est 1 sur 3. Là, c'est une valeur négative, donc je ne peux pas prendre un pivot négatif. Donc E1 prend la place de x2, ce qui fait que j'ai x1, E1 pardon, dans la base, donc la première colonne de l'identité et la deuxième colonne de l'identité. Et je fais les conséquences nécessaires pour le reste. C'est-à-dire là, je fais des éliminations pour avoir un 0 ici, et je fais une élimination pour avoir un 0 ici. C'est ce qui est fait, et on a les deux zéros. Bien évidemment, je fais aussi les mêmes calculs pour le reste des lignes 1 et 3. Ce tableau-là, cette fois-ci, est un tableau optimal parce que dans le vecteur dn, j'ai que des valeurs négatives. Et donc, du coup, je peux m'arrêter et dire que c'est un tableau optimal. Alors, pourquoi il est optimal? Bon, dans ce cas de la méthode Big M, il faut rajouter un autre test. Alors, c'est quoi cet autre test? C'est qu'il faut parler de la solution réalisable. Donc, il est positif, donc il est réalisable. Le vecteur dn est négatif et les valeurs AI sont nulles. Donc, A1 et A2 sont hors base, donc ils sont nuls. Donc, ça correspond à un tableau optimal. Et je donne après la solution d'une façon tout à fait normale. x1 c'est 6, e1 c'est 8, x2 elle est hors base donc elle est nulle, et z égale à 6 avec a1, a2 sont nuls. Et donc là, la méthode de Big M permet de résoudre des problèmes
de programmation linéaire quand il s'agit d'une contrainte où on a supérieur ou égal ou bien on a égal. Autrement dit, où on a un manque d'une colonne de l'identité pour démarrer notre algorithme. Donc c'est une astuce qui permet de faire un préconditionnement de l'algorithme et pour faire fonctionner cet algorithme tout à fait normalement. Bien. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce cas de figure, c'est qu'il faut toujours, quand on rajoute une variable artificielle, penser à rajouter cette variable artificielle dans la fonction objective, avec l'ajout de moins m fois l'ensemble des AI. C'est-à-dire, il se peut qu'on a A1, enfin une seule variable, ou bien plusieurs. Donc, je fais toujours z moins m fois les AI que j'ai rajoutés. Alors, je rajoute les variables artificielles là où c'est nécessaire. Alors, c'est nécessaire dans une contrainte où on a supérieur ou égal, et c'est aussi nécessaire dans une contrainte où on a égal. Dans une contrainte où on a inférieur ou égal, bien évidemment, je rajoute une variable d'écart, et donc je n'ai pas besoin de rajouter une variable artificielle. Alors, dans la pratique, on donne une valeur très grande à m, c'est-à-dire très grande, bon, c'est-à-dire dans la pratique, c'est-à-dire je parle de la programmation, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille sur un ordinateur, il ne va pas dire m très grand, ça n'a pas de sens. Mais il va prendre une valeur très grande, je ne sais pas, peut-être 10 puissance 6 ou 10 puissance 9, ça dépend de ce qu'on a dans le système. L'essentiel, c'est que cette valeur doit être très 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 grande par rapport aux valeurs qu'on a déjà dans le problème. Alors, il faut faire attention à la convergence de l'algorithme. Donc, comme j'ai dit, l'algorithme converge quand on a dn négatif, bien évidemment, avec une solution réalisable, c'est-à-dire b positif, mais aussi a étoile égale à 0. Alors, il y a deux cas où on peut avoir a étoile égale à 0. C'est lorsque a est hors base, bien évidemment, c'est 0, ou bien a est dans la base et il correspond à une valeur nulle dans le second membre. C'est le cas d'une solution dite dégénérée. Et donc, si on a ces deux cas, ça veut dire que dans l'ensemble A étoile optimale est égal à 0, donc le tableau est optimal. Sinon on dit que le tableau est non réalisable. Sinon, on dit que le tableau est non réalisable parce qu'il correspond à une solution qui n'est pas réalisable. Donc, si A est différent de 0, la solution n'est pas réalisable.